ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Babacar Mbaye Mangara. Babacar Mangara est un jeune Sénégalais, il est investisseur, entrepreneur, homme d'affaires, il travaille à Monaco, il est vu réputé très sélect pour les affaires. Babacar Mbaye, comment un jeune Sénégalais a-t-il pu intégrer le marché monégasque? Bonjour Alassane, merci d'abord pour l'invitation. C'est vrai que cette question elle revient souvent. Pourquoi Monaco? C'est vrai que rien ne me prédestinait à aller à Monaco, mais j'ai fait mes études à Nice. Donc Nice est à 25 minutes de Monaco. Et c'est vrai que sur la Côte d'Azur, Monaco, on va dire dans le monde entier, dans le milieu des affaires, c'est l'endroit où tous les hommes d'affaires aguerris, en tout cas, veulent s'installer. Mais comme c'était à côté de moi, à l'issue de mes études, j'ai eu l'opportunité de m'approcher de ce petit territoire qui était vraiment, on va dire, où il y a beaucoup d'opportunités. Et j'ai eu la chance de pouvoir y accéder via mes sociétés, en gros. Racontez-nous un peu comment vous avez pu percer ce marché très difficile, réputé difficile, réputé très select. Ça c'est vrai. Comment j'ai pu? Parce qu'en fait, à la fin de mes études, je me suis rapproché de Monaco juste en recherche d'opportunités. Et quand j'ai étudié le marché, on va dire le marché des affaires, l'accès était très difficile parce que souvent, ça nécessite des capitals énormes. Déjà, rien que pour créer une société, le capital minimum, c'est 15 000 euros. 15 000 euros, ça fait l'équivalent de 10 millions de francs CFA. Alors qu'on va dire dans les autres pays d'Europe, on peut créer une société avec un capital de 1 euro symbolique. Mais en gros, c'est un travail d'avant. Ma première société, je l'ai eue en France. C'est avec ça que j'ai gagné un peu, ce qui m'a permis de pouvoir acheter une société qui existait à Monaco. Parce que la création est un peu plus complexe. En tout cas, dans le secteur où j'opère. Vous travaillez dans quel secteur d'abord à Monaco? À Monaco, j'ai deux sociétés. J'ai deux sociétés et d'autres projets qui sont en cours d'ailleurs. Mais j'ai deux sociétés déjà constituées. La première, c'est une société de limousine. Ce qu'ils appellent là-bas, ils appellent ça la grande remise. C'est le transport de haut de gamme, c'est le transport de luxe. On transporte des personnes, mais avec des véhicules vraiment d'exception. Et l'autre société, c'est dans le digital. Mais dans le digital, coordonné avec ce que je fais. C'est-à-dire que quand les touristes arrivent sur Monaco, nous, on a créé une application où on les dirige. Et là, ils peuvent faire des demandes de tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils veulent réserver un jet privé, s'ils veulent avoir un yacht, s'ils veulent louer une villa, s'ils veulent privatiser des lieux, n'importe quelle demande où ils auront dans le service, où ils ont des difficultés à le trouver, nous, on sera capable de le trouver et de pouvoir leur offrir la possibilité de réaliser ce qu'ils veulent faire sur place. Et vous employez plus d'une centaine de personnes dans vos sociétés? Au fait, ouais, toutes mes sociétés combinées, ouais, je dépasse les 60 personnes. Toutes les sociétés combinées. Après, j'ai d'autres sociétés dans le milieu de la sécurité. J'ai fait aussi des investissements dans l'immobilier. Donc voilà. Mais tout combiné, ouais, j'ai plus de 60 personnes qui travaillent pour moi. Aujourd'hui, le Sénégal a fait une nouvelle alternance. Vous pensez que c'est le bon moment pour revenir investir au Sénégal, créer des emplois ici? Pour nous, Sénégalais, en tout cas, on voit qu'il y a un appel qui est fait pour la diaspora, pour venir travailler. Et je pense qu'aussi, on peut jouer un rôle, en tout cas dans ce tournant, pour essayer de ce qu'on fait ailleurs, c'est-à-dire qu'ailleurs, on a des sociétés, on emploie du monde, on paye des taxes. Je pense qu'on peut aussi en faire bénéficier notre pays en créant des sociétés, en créant de la richesse, en créant de l'emploi et en payant des taxes aussi. Mais souvent, la diaspora a des appréhensions pour les pays africains, surtout ceux qui évoluent dans le monde extérieur. Ils ont du mal à revenir investir. Ou bien certains sont revenus, ont essayé d'investir, mais ont eu des aventures vraiment malheureuses. Ça, c'est vrai. Et souvent, je le dis aussi. Je trouve que juste demander à la diaspora de venir, ça ne suffit pas. Parce que l'État a des représentations diplomatiques un peu partout. Et comme je le dis, parce que la communauté sénégalaise est une communauté très organisée quand vous allez à l'étranger. Souvent, chaque Sénégalais est intégré dans une petite ou moyenne organisation, que ce soit des FA, des daïras, des associations, des trucs. Donc, pour moi, l'État doit s'appuyer sur ces représentations diplomatiques pour pouvoir dénicher les bons profils. Parce que le Sénégal a des étoiles un peu partout dans le monde. Dénicher ces profils, mais avec des propositions claires. Si c'est une personne, c'est un profil salarié dont l'État a besoin de ce profil, il peut
via ses représentations diplomatiques, faire des demandes en disant que nous avons besoin de tel profil, et je pense que ça peut se dénicher. En ce qui concerne les hommes d'affaires, peut-être les accompagner mieux, parce que souvent on dit que créer sa société est facile au Sénégal, mais juste créer une société, ça suffit pas, parce qu'il y a un accompagnement dans l'installation, il y a un accompagnement dans même la réalisation des projets qu'on veut faire. Donc voilà, souvent, moi je pense que sur ce point, l'État doit faire beaucoup plus, parce que souvent, en plus, quand on regarde la télé, on voit que le président, il voyage souvent et il fait appel aux hommes d'affaires étrangers pour qu'ils viennent travailler, mais je pense qu'il doit d'abord se baser sur les fils du Sénégal qui montrent d'abord ce qu'ils savent faire. Après, oui, il faut toujours s'ouvrir à des investisseurs étrangers parce que, on va dire, l'investissement n'est jamais assez dans un pays. Voilà. Parce qu'on a vu ailleurs, comme Dubaï, dans d'autres pays, quand les étrangers viennent dans un pays, ils travaillent d'abord avec les locaux. Il y a une sorte de pourcentage qu'il faut donner aux locaux pour pouvoir travailler ensemble. Il y a ce qu'on appelle le transfert de technologie, la stratégie chinoise pour faire développer sa diaspora. La même a été faite par le Japon. Mais on ne voit pas réellement au Sénégal une stratégie claire vis-à-vis de la diaspora. Oh oui. Moi, cette question, je pense qu'il y a 2 points. Il y a déjà le point de comment réguler le marché, c'est-à-dire que le fait que le cas de Dubaï, où un étranger ne peut pas avoir plus de 50% d'une société, ce qui est souvent le cas dans les pays arabes. Il y a aussi en Chine et certains pays même où l'étranger ne peut même pas détenir des biens immobiliers. Moi, je n'ai jamais connu ce système en tant qu'entrepreneur et investisseur et je suis un peu réticent par rapport à ce système. Mais par contre, ce qu'il faut préciser, ce dont je ne suis pas d'accord, c'est que quand l'étranger arrive et qu'on lui donne les moyens de l'État pour qu'il travaille, ça, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, quand je suis en France ou ailleurs, je ne fais pas des affaires qu'en France, il y a des sociétés aux États-Unis et partout. En arrivant en tant qu'étranger, on ne me donne pas l'argent public pour que je réalise mes choses. L'argent public, je pense qu'elle doit être réservée en grande partie pour les enfants du pays, pour qu'ils puissent réaliser des choses. Par rapport à la diaspora, encore une fois, comme je le dis, le retour peut être difficile parce que l'accompagnement n'est pas très clair. L'accompagnement n'est vraiment pas très clair. Quelqu'un, on va dire, comme moi, je suis attaché à mon pays. Je n'ai pas dit, après j'ai des touches, hein, je rencontre certaines autorités dans le cadre de mes affaires, mais je suis plus animé par un désir de revenir chez moi qu'un appel clair qui m'a été dit, viens faire ça. Alors que si on nous avait approché réellement pour réaliser des choses, créer 10 000 emplois, c'est très facile. Maintenant, est-ce que la volonté de le faire est là? Parce que créer 10 000 emplois, ça nécessite le travail de 4 ou 5 ministères ensemble et que tout le monde pousse pour que ça arrive. Mais si on regarde le cas du Rwanda, le Rwanda l'a réussi en faisant venir des Rwandais via les représentations diplomatiques avec des plans très clairs du financement, de l'aide à l'accompagnement. Et ils ont su créer beaucoup, beaucoup d'emplois chez eux. Et je pense que nous sommes capables de le faire parce qu'on fait des preuves à l'étranger qui montrent qu'on est capable de faire beaucoup plus. Quelqu'un qui crée 10 emplois en Occident, il est capable d'en créer 1000 ici. Voilà. Souvent, vous, les Sénégalais qui sont dans la diaspora, comme votre cas, vous avez l'amour de revenir dans votre pays, de réinvestir dans votre pays, d'essayer de créer quelque chose dans votre pays, mais vous ne trouvez pas un cadre qui a été déjà mis en place, défini, très clair, qui est favorable à votre retour. Ça, c'est vrai, parce que moi, je prends mon exemple. Souvent, quand je suis avec des amis à Monaco et que je leur dis je veux retourner travailler au Sénégal, ils me disent mais tu es fou. Pourquoi tu veux retourner au Sénégal alors qu'ici, on va dire, tu es à l'aise, quoi. Mais c'est vrai qu'on veut tous revenir. Mais c'est ce que je dis, ce qui pousse un homme d'affaires à se déplacer, à aller quelque part, il y a un premier point à régler, c'est la confiance. Oui, c'est important. Et la confiance, c'est vrai que dans notre pays, même il y a des termes qu'on utilise souvent pour dire dorkatla, des choses comme ça. Ça veut dire que notre marché manque de confiance. Et aussi, l'arsenal juridique, on va dire, n'est pas adapté. Pourquoi? Parce que moi, ça m'est arrivé de faire des affaires et que quelqu'un me bouffe mon argent. Oui. Quand vous portez plainte et que la personne va en prison, il le garde 3 mois et il lui met une amende de 150 000 francs CFA. 150 000 francs. Si la personne, elle m'a bouffé 10 millions... Et vous perdez. C'est qui perd? Il y a des gens qui vont prendre le risque de
de payer une amende de 150 000, faire 3 mois de prison et sortir et à garder 10 millions de francs CFA pour eux. Est-ce que c'est facile de les poursuivre? Non. On doit maintenant revoir tout à niveau pour faire régner la confiance d'abord. Et je vais donner un autre exemple aussi. La manière même dont nous agissons avec nos entrepreneurs. Quand vous prenez un maçon ici, comment les gens travaillent avec les maçons quand vous avez une maison? Vous payez goutte à goutte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance de lui donner de l'argent pour qu'il vous fasse la réalisation de votre bâtiment. Donc, par manque de confiance, vous lui donnez goutte à goutte. Le maçon n'aura pas d'argent. Et vous n'aurez pas même une belle demeure. Pourquoi? Parce que si vous ne lui donnez pas de l'argent, il ne sera jamais assez costaud pour aller peut-être acheter les vrais matériaux qu'il lui faut pour pouvoir faire son travail correctement. Vous lui donnez quelque chose, il va manger dessus et il va essayer de travailler. Donc, il ne sera jamais costaud. Et c'est ça qui montre que la confiance est la base de tout et on doit régler ce problème de confiance pour que quand quelqu'un, on peut appeler tout le monde, mais quand on ne règle pas ce problème, les étrangers, si les fils du pays ne reviennent pas, les étrangers ne viendront pas. Oui, le problème de confiance, il est fondamental parce qu'on a vu des aventures, même du point de vue familial, que des Sénégalais de la diaspora veulent y investir, construire une maison, envoient l'argent à la tante ou bien au l'oncle, ils reviennent là, ici, il n'y a rien du tout parce que l'argent a été utilisé ailleurs et ça crée des drames familiaux. Et ça même, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes de la diaspora aujourd'hui ne détiennent pas de biens immobiliers dans leur pays. Parce qu'il y a ce problème de confiance, ou sinon, ils vont passer via des sociétés de promotion immobilière parce qu'ils pensent qu'être le plus sûr. Mais c'est juste pour encore réitérer que ce problème de confiance est primordial si on veut résoudre des problèmes pour attirer non seulement les Sénégalais de la diaspora, mais pour attirer aussi d'autres investisseurs. Et vous êtes aussi confronté à un problème de formation et d'informalisation de l'économie sénégalaise. Les maçons dont vous avez parlé, les menuisiers entre autres, tous sont dans l'informel. Ils ne sont pas formalisés. Donc c'est un souci quand vous voulez faire des choses à l'endroit, vous avez des problèmes. Exactement. Et j'ai l'habitude même de le dire. J'ai dit au fait que les vrais chiffres du chômage qu'ils donnent, ce ne sont pas les vrais chiffres. Parce que si vous voyez les jeunes qui font du tchak-tchak, les marchands ambulants qui sont dans les coins de rue, les maçons, il y a beaucoup de gens qui mènent une activité économique qui ne sont pas comptabilisés. Et ça, malheureusement, ça aussi, c'est un problème d'accompagnement. Il faut leur expliquer c'est quoi l'intérêt de se formaliser en leur faisant comprendre que si vous avez une petite entreprise et que vous créez une société, vous ouvrez un compte bancaire, vous alimentez le compte via le business que vous faites. Demain, si vous voulez aller voyager dans un pays pour acheter des marchandises, ça vous facilite tout parce que vous avez la preuve que votre activité génère assez de revenus pour que vous puissiez voyager pour essayer de le développer. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas... Je trouve dommage parce que l'Afrique, c'est comme une prison. On nous enferme, on ne sort pas. Et quand on ne sort pas, on ne peut pas voir les opportunités qu'il y a ailleurs. Donc il y a vraiment un travail à faire comprendre à toutes ces entreprises qu'ils doivent se formaliser et que c'est dans leur intérêt, mais aussi c'est dans l'intérêt de l'État parce que s'ils sont formalisés, le jour où ils seront... Parce qu'il ne faut pas commencer aussi, dès que la personne se formalise, on arrive avec les taxes. Forcément, les gens auront peur et ils ne le feront pas. Mais l'État doit les laisser assez de temps pour qu'ils puissent être assez à l'aise pour pouvoir en même temps se développer et payer des taxes qui vont revenir à l'État. Oui, les jeunes ont du mal à sortir, à aller investir, à faire comme vous l'avez dit, parce qu'ils ne sont pas formalisés. Mais de l'autre côté, on voit des étrangers. Ce n'est pas péjoratif comme mot. Venir s'installer au Sénégal, construire, faire des sociétés, gagner beaucoup d'argent, rapatrier les bénéfices. On voit des Turcs qui sont installés au Sénégal dans le bâtiment, les Chinois un peu partout, les Indiens dans le Sénégal, entre autres sociétés qui sont au Sénégal. Ça aussi, c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que souvent... Les Sénégalais aillent chercher de l'emploi, alors que d'autres viennent chercher de l'emploi chez eux. Exactement. Pourquoi? Parce que souvent, en règle générale, c'est beaucoup plus facile pour l'étranger. Ça, je ne saurais pas l'expliquer. Mais pourquoi? Ça, je ne saurais pas l'expliquer, malheureusement. Parce que peut-être c'est un problème de complexe. Ça, je ne saurais pas l'expliquer. Mais moi, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus facile pour les étrangers et que les plus gros business qui font tourner ces pays sont au milieu des étrangers. Et c'est vraiment dommage. J'ai l'habitude de donner l'exemple de Touba en disant que l'avantage que Touba a, c'est que quand vous arrivez à Touba, l'économie de Touba est détenue par les Mourides, les gens qui habitent là-bas. Et quand la ville de Touba a besoin de quelque chose, c'est ces gens-là qui règlent le problème. Et chaque pays doit faire pareil. Je vais revenir sur un autre point. Ça aussi, c'est très paradoxal parce que pourquoi? Nous, on a ouvert notre économie, on a ouvert notre pays. Quand l'étranger, il vient, le chinois, le turc, l'espagnol, souvent, ils ont des crédits export. C'est-à-dire que dans leur pays, l'État met en place des fonds qui sont considérables pour qu'ils puissent venir dominer le marché où ils vont.
Au Sénégal, un entrepreneur qui va emprunter à la banque, minimum 8%. Allez, 6,50, c'est énorme pour une entreprise. Et on ouvre le marché, c'est comme si on fait des combats de boxe et il n'y a pas de catégorie. Oui. C'est-à-dire que le Nganou qui va boxer avec moi, Oui. c'est pas pareil, il va me battre. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on doit régler pour dire aux autres que s'ils viennent, ils doivent jouer sur les mêmes règles. Vous ne pouvez pas mettre... vous faites des qualifications et après, une fois, vous prenez le dernier, vous le mettez avec le premier de l'autre côté. Donc voilà, ça aussi, c'est des problèmes. C'est pour ça que les étrangers peuvent dominer l'économie du pays parce qu'eux, ils arrivent avec des fonds. Limite, leur État leur dit allez exploiter les autres. Nous, c'est un peu plus difficile pour nous parce que notre économie, on a une économie qui est rationnée en termes de fonds et eux, ils arrivent avec des fonds illimités. Ça va être très difficile de les concurrencer. Et pourtant, les nouvelles autorités dans la vision 2050, ils disent qu'ils vont changer l'économie de façon systémique et ensuite, ils comptent sur la diaspora bond, pour financer l'économie sénégalaise. Ils ont besoin pratiquement de 1500 milliards de francs CFA. Diaspora Bond, j'en ai entendu parler, mais en fait, il y a 2 points là-dessus aussi. Diaspora Bond, je pense que c'est les bons d'investissement. Après, encore une fois, le bon d'investissement, ce qui va le motiver, première fois, c'est la confiance, ça revient. De 2, de savoir qu'est-ce que l'État va faire de cet argent. Après, un État est quand même une valeur sûre. C'est-à-dire que quand l'État émet un bon, ben, il peut mettre des tickets de 2,5 ou 3 ou 4%. En Afrique, on peut voir même des pays, je pense, qui offrent plus. Donc peut-être ça peut rassurer. Mais en tout cas, la première chose qu'on doit... C'est-à-dire qu'avoir de l'argent, ce que j'ai l'habitude de dire, avoir de l'argent, c'est bien. Mais savoir qu'est-ce qu'on va faire de l'argent qu'on demande, ça, c'est encore plus important. C'est comme une entreprise. Moi, je trouve que gagner de l'argent, c'est facile. Mais garder l'argent qu'on a gagné pour le fructifier, ça, c'est plus difficile. Donc, l'État va demander de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? C'est ça qu'il va faire. Maintenant, en ce qui concerne, ça, c'est juste de l'investissement. C'est-à-dire que moi, mon épargne que j'ai, si l'État émet des bons et que je trouve que je peux acheter des bons, je peux mettre mon argent dessus. Ce n'est pas réellement ça qu'il faut. Ça peut faire rentrer de l'argent. Mais le plus important, c'est vraiment d'aller chercher les bons profils pour les ramener et aussi leur donner de la force, les facilités pour que eux, ce qu'ils font ailleurs, qu'ils puissent le reproduire ici. Est-ce que ce que vous faites à Monaco, vous avez les possibilités de le faire au Sénégal? Exactement non, parce que ce n'est pas la même clientèle. C'est pas la même clientèle, ce n'est pas le même contexte. Et aussi, ça peut s'améliorer. Je prends un pays comme le Rwanda ou Nigeria, Abuja. J'ai beaucoup de touches, des gens m'approchent pour venir faire la même chose parce qu'ils organisent beaucoup d'événements avec beaucoup d'officiels qui arrivent et qu'ils n'ont pas un service assez professionnalisé pour accueillir ces gens-là. Donc, je travaille avec eux sur ce jeu. Mais le Sénégal peut le devenir. C'est-à-dire que ça, c'est une politique aussi de vouloir appeler les organisations en leur disant « Venez organiser vos conférences, vos congrès dans ce pays ». Là, dans ce cas, il faudra investir dans les hôtels, investir dans les infrastructures, investir dans les secteurs que je fais, que ce soit le loisir. Donc ça, c'est un État qui fait des démarches pour pouvoir attirer, comme on le voit aujourd'hui. Le Rwanda et l'Afrique du Sud font tout pour accueillir des compétitions de Formule 1. Parce qu'ils savent que ça rapporte un tourisme, mais un tourisme qualitatif. C'est-à-dire que les touristes qui arrivent, ils ont beaucoup d'argent et ils vont venir pour dépenser dans le pays. Ça, c'est l'État qui doit faire ces démarches pour pouvoir attirer, on va dire, ce type de clientèle pour qu'ils puissent offrir ce type de service. C'est la question que beaucoup de Sénégalais se posent. Ils disent comment se fait-il que ce pays ait autant de ressources humaines de qualité à travers le monde, partout où les Sénégalais sont brillants. Mais une fois qu'ils reviennent chez eux, on a l'impression qu'ils sont éteints. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. C'est ce que je disais encore une fois. On a l'impression que nous, en tout cas à Diaspora, quand on revient, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Des fois... Pourquoi? Après, comme je dis, des fois, c'est difficile parce que ce n'est pas nous. En tout cas, moi, je parle à mon nom propre. Moi, quand je reviens et que je veux faire quelque chose, je mets assez de sérieux dans ce que je fais pour arriver avec du solide. C'est-à-dire que j'étudie bien ce que je fais. Je viens avec une équipe, avec un projet et avec du financement. Même si c'est pas 100%. Mais est-ce qu'en fait, vous avez des répondants du côté de l'État, vous avez les opportunités, les ouvertures nécessaires pour faire le travail? Est-ce que les fonctionnaires qui doivent justement vous faciliter la tâche pour que vous puissiez investir, vous trouvez la réponse? Ça, pour être honnête, non.
je ne pense pas. Après, est-ce qu'ils sont débordés? Est-ce qu'ils ont trop de travail? Ben, ça, c'est à eux de répondre. En tout cas, par exemple, moi, je donne l'exemple en France. Ben, les fonctionnaires ont du travail, et tout, mais quand une chose est définie pour dire que si vous ramenez ça, vous avez ça, vous le ramenez, vous l'avez. Et c'est partout ailleurs dans le monde. Quand vous allez quelque part pour faire des affaires, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est comme quand vous jouez au foot, quand vous constituez une équipe. Quand vous avez des bons joueurs, il faut les prendre. Oui. Nous, ici, c'est malheureux, mais après, je ne vais pas dire que moi, admettons, je suis un bon joueur. Je sais qui je suis, ça, je n'ai pas besoin de le prouver à d'autres personnes. Mais je trouve que l'État aussi doit faire d'efforts pour aller chercher ces bons joueurs pour leur dire venez jouer dans votre pays. Et ça, ce serait bien. Mais ce n'est pas aussi facile qu'on le passe. Après, là, c'est une nouvelle démarche. Aujourd'hui, j'arrive pour entamer des nouvelles choses. J'espère que ça va se réaliser. Après, si ça ne se réalise pas, bon, un peu dommage pour moi parce que j'aime mon pays aussi. Je serais très heureux de pouvoir travailler sur moi, mais j'irai le faire ailleurs. Alors qu'un État, ben, je pense qu'un gouvernement, il est soumis à 5 ans, il va être renouvelé ou quoi, mais moi, mes affaires, ils vont toujours continuer. Oui, Donc, le Sénégal est considéré comme étant un pays gazier, pétrolier, de nouvelles ressources qui arrivent. Normalement, ce pays doit bouger du point de vue des réformes qu'on doit mettre en place. ça c'est vrai, surtout que, en fait, ces secteurs que vous avez cités, ça injecte beaucoup d'argent dans une économie. Mais si l'économie n'est pas préparée pour accueillir cet argent, elle va finir où? Elle va finir dans les banques. Elle va finir dans les banques. Et même, moi, je trouve que le Sénégalais est épargnant. C'est-à-dire que beaucoup de Sénégalais ont des comptes bancaires où ils ont gardé 2 millions, 3 millions. Par rapport au niveau de vie, c'est quand même de l'argent. Même cette épargne, l'État pouvait faire des réformes en demandant aux banques au moins 50% de l'épargne soit prêtée aux entreprises. Mais avoir du financement, c'est très compliqué. Après, comme je dis, il y a une manne financière qui va arriver qui doit vraiment changer notre pays. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des pays qui ont connu ça avant. Donc, eux, ils savent que ça va venir. Donc, ces hommes d'affaires vont venir se positionner pour capter cette manne financière. Mais nous, Sénégalais, on ne nous prépare pas pour capter cette manne financière. Et normalement, il doit y avoir des pourcentages dans ce qui sort, que ce soit du gaz, du pétrole, pour dire que ça doit être géré par des entreprises sénégalaises détenues par des Sénégalais. Parce qu'une entreprise sénégalaise, ça ne veut rien dire. Oui. Demain, un Norvégien qui arrive au Sénégal, qui crée une société, c'est une entreprise sénégalaise. Mais est-ce que c'est détenu par des Sénégalais? Parce que s'il crée une entreprise et qu'il crée de la richesse, selon les accords, il a le droit de rapatrier ce qu'il gagne. Et l'argent doit rester dans le pays pour pouvoir servir le pays. Voilà. Oui, c'est une grande difficulté. Vous avez cité tantôt le Rwanda. On a quand même vu les réformes énormes qui ont été faites par le Rwanda. Même le fait d'introduire le nom du Rwanda dans les équipes de football, en Angleterre, un peu partout. La Formule E que vous organisez aujourd'hui pour le Kagame, c'est quand même extraordinaire que le Rwanda, d'où ils sont partis, soit à ce niveau, que nous, nos pays dits démocratiques, soient dans ces difficultés. C'est ce que je dis. D'autant plus que, comme vous le citez souvent, hein, franchement, le Sénégal a les ressources humaines que nous avons, c'est extraordinaire. Parce que ça, en plus, vous le remarquez plus quand vous sortez. Quand vous sortez, vous allez aux États-Unis, allez à Londres, à la City. Alors, vous marchez dans la City, vous allez croiser des Sénégalais qui vont vous parler Wolof, mais qui sont des pépites là où ils sont. Et c'est ça qui est dommage, parce que aussi, le Rwanda, ce qu'il a fait, des fois, comme je dis, ça nécessite une bonne volonté de le faire et d'être aussi droit dans ses bottes, parce que souvent, il y a certaines réformes qui ne vont pas plaire à d'autres partenaires, mais un pays, pour défendre ses intérêts, on doit pouvoir des fois être droit dans ses bottes et tracer sa route pour pouvoir renforcer son secteur privé. Dernière question, c'est quoi votre rêve pour le Sénégal? Votre rêve pour le Sénégal? Le rêve, c'est de voir mon pays prospérer, être parmi les meilleurs pays, parce que moi, je n'appelle pas à un développement comme l'Occident, parce que le développement comme l'Occident, des fois, il y a beaucoup de vices et c'est accompagné de beaucoup de choses, mais je veux vraiment un développement vraiment organique, quelque chose de simple, pour que le Sénégalais puisse se réveiller sans se soucier de ce qu'il va manger, de l'école où il va aller, de l'insécurité, de tout ça. Et ça, je pense que c'est nous tous qui devons œuvrer là-dessus. En tout cas, moi, pour ma part, j'essaierai de faire le maximum. Là où je suis, j'essaie d'impacter positivement dans ma communauté, j'essaie de faire du bien. Et Inch'Allah, j'espère pouvoir le faire dans mon pays. Oui, avant de rentrer dans le studio, on avait abordé une question qui était importante pour vous, c'est celle de l'éducation. Ouais. Pour vous, c'est fondamental qu'on revienne aux fondamentaux dans ce pays concernant la question de l'éducation. Ça, c'est vrai. Moi, personnellement, je trouve que sur ce point, on a beaucoup régressé. On a beaucoup régressé parce que des fois, quand on ne reconnaît même plus le Sénégalais,
des fois dans l'indiscipline, dans pas mal de choses. Je pense que l'éducation est primordiale et même dans tout ce que nous faisons, c'est-à-dire que bien formé, si on veut professionnaliser, on doit bien former. Quelqu'un qui n'a pas de connaissances, il ne peut rien appliquer. Donc revenir aussi à une bonne formation, une bonne éducation, c'est la base vraiment de tout. Il faut construire l'humain, comme vous le dites. Il faut d'abord construire l'humain pour pouvoir construire un pays. Merci infiniment, Babacar Mbaye Mangara, d'avoir été venu sur ce plateau d'ITV à Question Directe, de parler avec vous de vos ambitions pour le pays. Et surtout, vous êtes un Sénégalais qui travaille dans une ville ou bien dans un pays comme Monaco, qui n'est pas facile à investir et que vous revenez au Sénégal pour aussi participer au développement du Sénégal. Surtout, quelle est votre vision de développement, surtout du Sénégal, comment faire pour que le pays puisse s'en sortir. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.